Mesdames et messieurs, bonjour. Donc nous reprenons le chemin du CO2 dans un nouvel aspect. J'ai déjà à plusieurs reprises dans le passé évoqué cette démarche dite de chimie bio-inspirée qui conduit à l'élaboration de systèmes catalytiques pour tout un tas de réactions qui reproduisent d'une façon ou d'une autre les systèmes biologiques parce que ces derniers constituent des sources d'inspiration très intéressantes parce qu'ils sont actifs, parce qu'ils ont des propriétés que les chimistes ont du mal à obtenir. Et donc, évidemment, dans cette approche de chimie bio-inspirée, évidemment, il faut avoir des informations sur le système biologique lui-même. Donc, c'est un aller-retour permanent. Et aujourd'hui, je ne vais pas tellement parler de chimie bio-inspirée, mais je vais parler des systèmes dont on peut s'inspirer. Comment la nature, les systèmes vivants font pour utiliser du CO2, activer du CO2. Quels sont les mécanismes chimiques inhérents à ces systèmes biologiques et une connaissance de ces derniers, de ces mécanismes, nous permettrait, enfin à la fois des structures des systèmes biologiques et de leurs mécanismes, nous permettrait en effet peut-être d'aller plus loin dans la découverte de nouveaux systèmes catalytiques pour tous les dispositifs dont on parle depuis le début, électrolyse électroréduction du CO2, photoréduction du CO2, etc. Bon. Alors, ma culture étant essentiellement moléculaire, je vais parler d'enzymes. Je ne vais pas parler d'organismes complets, d'organismes vivants, mais on aura droit à ça également ensuite, puisque on va parler de microalgues et d'usines cellulaires finalement pour faire de la biomasse à partir du CO2. Et donc, je suis très heureux pour ce séminaire d'avoir Éric Maréchal, que je connais depuis pas mal de temps, qui est directeur de recherche au CEA à Grenoble et qui est actuellement dans une phase de production scientifique tout à fait impressionnante. Voilà, donc merci Éric, et donc on attend ton séminaire. Voilà. Bon, l'essentiel, à nouveau, cette représentation que j'ai montrée plusieurs fois, il y a énormément de mécanismes d'introduction du carbone venant du CO2 dans la biomasse, mais l'essentiel est là. C'est ce qui se produit dans les micro-organismes photosynthétiques. C'est cette fabuleuse machinerie qui consiste à convertir l'énergie solaire en biomasse, en énergie chimique, à travers tout un mécanisme complexe que je ne vais pas détailler, mais en gros, vous avez, je me répète, mais vous avez un système fabuleux qui est un photosystème qui collecte les photons de la lumière, qui crée des trous qui sont à des potentiels suffisants pour oxyder l'eau en oxygène, d'où la production d'oxygène à la surface de la planète, et des électrons excités, qui ensuite parcourt toute une chaîne de transfert d'électrons et nécessite d'être d'une certaine façon réénergisé à travers un deuxième photosystème, parce qu'en cours de route, ces électrons perdent du potentiel, perdent de l'énergie, et que pour réduire en particulier du NADP en NADPH, il faut des potentiels qui soient suffisamment bas. Donc deuxième photon. Et donc, vous voyez, il faut 2 photons pour un électron. Et ici, les électrons, vous voyez, ne sont pas utilisés pour réduire le CO2 directement. Il n'y a pas ici de réduction du CO2 directement, mais on produit de façon intermédiaire un réducteur chimique à travers la réduction du NADP ou NAD en NADPH ou NADH, qui est le réducteur standard des systèmes vivants. Et donc ici, on a d'une certaine façon un stockage de l'énergie solaire en énergie chimique sous la forme de NADPH. Et puis c'est ce NADPH
qui rentrent dans ce cycle et dans lequel le CO2 est introduit pour à la fin terminer sous forme de molécules carbonées à très haut contenu énergétique, enfin toute la biomasse, quoi. Voilà, et finalement le bilan chimique est ici du CO2 et de l'eau pour former des molécules. Donc, comme je l'ai dit, ici c'est le glucose par exemple. Et évidemment, c'est le rêve aujourd'hui. Enfin, je veux dire, quand on parle aujourd'hui de nouvelles technologies de l'énergie impliquant la valorisation du CO2, on a en tête de réaliser quelque chose comme ça. De l'eau, du CO2, de la lumière solaire et de faire des sucres, par exemple. Bon, ça, personne ne sait faire. Et vous voyez que c'est d'une très grande complexité, mais c'est évidemment là une source d'inspiration formidable. Et il s'agit d'enjeux de recherche de tout premier plan. Recherche d'ailleurs qui est développée dans tous les grands instituts et universités, enfin les meilleurs instituts et les meilleures universités du monde. Mais quand même, essayons de comprendre comment la nature fait ici pour fixer du CO2 dans des sucres. Alors, comme je l'ai dit, ça vient du NADPH. Et en fait, je voudrais parler d'un système enzymatique tout à fait particulier. Et à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait le moindre système chimique de synthèse qui s'inspire de cette stratégie-là du vivant. Bien sûr, vous l'avez vu la dernière fois, il y a des tas de réactions chimiques, catalytiques en général, dans lesquelles on introduit du CO2 dans de la matière organique. Si vous vous souvenez, par exemple, le séminaire de Henri Cramail, on fait des polymères on fait des polycarbonates en introduisant des CO2 dans des parties organiques. C'est exactement ce qui se passe ici. Mais simplement, bon, voilà, analyser l'enzyme qui réalise cette réaction et s'en inspirer à travers des réactions chimiques qui reproduisent certains éléments de cette réactivité-là, non, ça n'a pas été fait. Alors l'enzyme qui est intéressante ici, c'est la ribulose 1,5-biphosphate carboxylase, plus communément appelée Rubisco, qui est évidemment une enzyme clé de notre planète. Pratiquement tout le carbone que vous avez dans les carburants fossiles que vous brûlez, tout le carbone que vous avez sur vous dans vos habits, tout le carbone dans votre alimentation a dû passer à un moment donné dans la Rubisco. C'est tout ce carbone-là qu'il y a autour de nous. Ce carbone biologique, il vient de ce cycle-là et de l'incorporation du CO2 dans le substrat de cette enzyme qui est la ribulose, le ribulose 1,5-bisphosphate, qui est cette molécule à 5 carbones. Et la chimie, vous voyez ici, c'est un énol intermédiaire. Ensuite, addition du CO2. Et donc, vous voyez qu'ici, vous avez une molécule à 6 carbones qui subit une hydrolyse pour donner 2 molécules à 3 carbones. C'est le 3-phosphoglycérate qui est le produit de cette réaction. Et ensuite, il y a toute une série de transformations dans lesquelles intervient le fameux NADPH qui a été produit dans l'étape précédente. Et ensuite, ces molécules sont après, bon, il y a des phosphorylations, il y a des réductions, et il y a une partie qui finit en biomasse, en sucre, en saccharose ou amidon, et puis il y a une autre qui ferme le cycle pour continuer à récupérer du CO2. Alors, on connaît un certain nombre de choses du fonctionnement de ce système enzymatique, parce qu'en particulier, on a obtenu des structures aux rayons X. Enfin, il a été, pas nous, il a été obtenu des structures aux rayons X de cette enzyme.
et y compris avec des analogues de substrat. Ici, par exemple, vous voyez cette molécule-là, alors il n'y a plus de... Tu vois pas par hasard un pointeur? Non. Bon. Ici, donc vous avez cette molécule, vous voyez, qui est significativement différente de celle-là. C'est un mime d'état de transition et il y a une structure aux rayons X qui a été obtenue avec cette molécule. Et si vous zoomez à l'intérieur du site actif, eh bien, vous observez des choses tout à fait caractéristiques. D'une part, vous voyez ici, vous avez une lysine qui a été carboxylée, donc c'est un carbamate. Et donc la protéine a été transformée elle-même et ce groupement sert à fixer un atome, un ion magnésium, Mg2+, qui sert à fixer ici le substrat. Vous voyez, il y a deux atomes d'oxygène, ces deux atomes d'oxygène ici, et puis le carboxylate, là vraiment j'y arrive plus, le carboxylate ici, Ludo, tu dois être en bout de course aussi. Oui, donc peut-être tu pourrais demander juste à l'entrée un régisseur qui vient de me changer ça. Bon, donc ça fait rien. Donc vous voyez ici un atome de magnésium, le substrat. Donc ça c'est la première étape. Et donc le mécanisme qui est proposé pour cette réaction, qui est extrêmement importante, c'est la réaction de fixation du CO2 dans la biomasse. C'est donc une première étape tout en haut où vous avez la formation du carbamate, donc une première étape d'introduction du CO2, mais dans l'enzyme elle-même, qui ensuite fournit un ligand au magnésium. Donc vous voyez, vous avez glutamate, aspartate, et puis des molécules d'eau qui sont échangeables. À ce moment-là, grâce à cette échangeabilité des ligands, vous pouvez fixer le substrat. Et puis vous avez toute une série de réactions, énolisation, comme je l'ai dit, et puis vous voyez une attaque sur le CO2. Bon, pas la peine de rentrer dans le détail. Et ensuite, vous avez une cassure de la liaison entre le carbone 2 et le carbone 3 pour donner donc les phosphoglycérates. Ça, c'est la première enzyme dont on peut parler. Et là encore, bon, peut-être qu'on peut imaginer des systèmes comme ça. Voilà, il n'y a plus rien là. Merci. Oui, c'est mieux. On peut imaginer donc voilà, de comprendre ce système enzymatique encore mieux et peut-être de regarder comment on peut activer des molécules de CO2 pour les introduire dans de la matière organique à partir d'ions métalliques comme le magnésium. Le deuxième système dont je veux parler, ce sont les formiates déshydrogénases. Donc je vais passer un peu de temps sur les formiates déshydrogénases qui sont des systèmes tout à fait intéressants. Donc ces formiates déshydrogénases fonctionnent surtout dans l'utilisation du formiate pour donner du CO2 et des électrons. Vous l'avez compris, c'est la réaction inverse qui nous intéresse. Et là, on est dans des cas où ce sont des systèmes enzymatiques qui, vous allez le voir d'ailleurs, fonctionnent de façon réversible. Donc on peut faire, en donnant des électrons au potentiel redox adéquat, on peut faire de la réduction du CO2 en acide formique. Alors, on a pas mal d'informations sur ces systèmes. Il y a plusieurs classes de formiates déshydrogénases. Je vais parler de la première classe, celle qui ne fixe pas du NAD ou du NADH, qui serait NADH, la source d'électrons, pour aller dans ce sens-là, ou le NAD, l'accepteur d'électrons, pour aller dans l'autre sens. Ce sont des systèmes qui fonctionnent avec d'autres accepteurs et d'autres donneurs d'électrons, en général protéiques. On a un certain nombre de structures aux rayons X de ces systèmes, et ce qui est tout à fait caractéristique, et c'est quand même l'une des rares enzymes du vivant
qui utilisent ces métaux-là, ce sont des systèmes à base de tungstène et de molybdène. Quand on parle de métaux, de chimie bio-inorganique, de métaux dans le vivant, on pense à fer, on pense à cuivre, on pense à zinc, nickel, mais rarement à molybdène et tungstène. Et là, on a typiquement la nature, pour faire ce genre de chimie, a choisi très souvent le molybdène et le tungstène. Et ceci, évidemment, est une information utile pour réfléchir à comprendre pourquoi. Et là aussi, une source d'inspiration, comme je vous l'ai dit. Alors, quand on regarde où se passe la chimie, c'est-à-dire dans le site actif, eh bien, on tombe systématiquement sur ces ligands-là. Ce sont des fonctions qu'on appelle dithiolènes, vous voyez, avec 2 atomes de soufre, 2 liaisons carbone-soufre entre une double liaison. Et là aussi, c'est un ligand qui est très peu utilisé par le système vivant, et pourtant il l'est abondamment dans ces sites actifs pour la réduction du CO2 en acide formique. Donc tout ça est assez troublant, parce que ce sont, vous voyez, des sites actifs. Alors, je ne détaille pas la complexité, l'ensemble du ligand, mais ce qui est important, c'est cette fonction dithiolène, 2 fois, et à l'intérieur, vous voyez, de ce système à 3 cycles, et l'ensemble s'appelle une molybdoptérine, qui est représentée ici, vous voyez. Et donc tous les systèmes ressemblent un petit peu à ça, tous les sites actifs ressemblent à ça, avec du molybdène ou du tungstène. Voilà, donc ça, on est dans une situation qui est assez rare, où pour une réaction, enfin, avec un système très particulier de métal et de ligand pour une réaction spécifique. Bon, on peut se dire qu'en effet, si la nature a choisi de procéder ainsi, c'est qu'il doit y avoir quelque avantage. Et donc, peut-être ça vaut le coup de regarder comment ça fonctionne. Les systèmes peuvent être très variés, malgré tout, sur d'autres aspects. Vous voyez ici une formiate déshydrogénase dans lequel il y a le fameux cofacteur ici avec du molybdène au lieu du tungstène, molybdène ici, donc c'est une molybdoptérine aussi, et puis un cluster fer-soufre additionnel qui participe à des transferts d'électrons. Vous avez d'autres formiates déshydrogénases beaucoup plus complexes, vous voyez ici, avec tout un tas de cofacteurs pour les transferts d'électrons. Des M, toute une série de clusters fer-soufre, vous voyez ici dans cette enzyme, il y en a 5, et puis finalement le cofacteur molybdène. Une chose aussi qui est assez fréquente dans ces sites actifs, c'est la présence d'une sélénocystéine. Donc c'est une cystéine dans laquelle un atome de soufre est remplacé par un atome de sélénium. Et il y a beaucoup de questions sur le rôle de cette sélénocystéine. Il y a dans d'autres contextes des sélénocystéines qui sont utilisées dans les systèmes biologiques, dans les systèmes enzymatiques, mais là c'est presque systématique, il y a aussi un atome de sélénium qui est présent. Vous voyez, ce site actif, il est quand même tout à fait particulier. Et donc, je crois qu'en effet, il mérite d'être regardé avec attention. Et d'une certaine façon, encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on a pas mal d'informations, on continue à essayer de comprendre les mécanismes, les avantages que procure un tel système, donc à nouveau combinant du molybdène ou du tungstène, des coordinations de type dithiolène et puis un ligand sélénocystéine. Alors il y a beaucoup de questions sur les mécanismes, beaucoup d'incertitudes aussi, de la chimie théorique aussi qui calcule des FT pour essayer de comprendre tout ça. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment on voit les choses aujourd'hui, même si ça reste en débat, hein. Donc l'idée, alors on s'appuie aussi sur des informations structurales, c'est encore plus utile. Et donc ici vous voyez par exemple une formiate déshydrogénase à molybdène. Et donc typiquement, vous vous souvenez, donc CO2 acide formique, c'est des réductions à c'est des transferts d'électrons, c'est des processus à 2 électrons. Et donc, avec un seul métal, on peut faire des processus à 2 électrons s'il est capable de passer d'un état N à un état N plus 2 et inverse. Et c'est le cas ici. Le système évolue entre un état redox molybdène 6 et molybdène 4. Et là, vous voyez, vous avez les 2 électrons. Donc, il suffit qu'il y ait un système réducteur qui passe à molybdène 4
pour ensuite transférer ces 2 électrons sur le CO2, faire de l'acide formique. Il devient molybdène 6 et ensuite il faut le réduire par une source d'électrons qui vient à travers, par exemple, les clusters fer-soufre pour revenir molybdène 4. À l'inverse, si c'est de l'oxydation de l'acide formique, eh bien c'est le molybdène 6 qui réagit avec l'acide formique pour l'oxyder en CO2. Alors, on a des informations. Molybdène 6, visiblement, la sélénocystéine est accrochée au molybdène et vous voyez un environnement très soufré, essentiellement soufré, plus un sélénium. L'idée, c'est que lorsqu'il est réduit, il y a perte du ligand sélénium qui va pouvoir jouer un rôle de transfert de protons quand il est ici. C'est un peu l'hypothèse. Et donc, c'est ce qui est indiqué ici. Vous voyez, vous partez d'un molybdène 6, si je fais la réaction dans ce sens-là, mais on peut le faire dans l'autre, c'est réversible. L'acide formique se fixe, le formiate se fixe, déplace la sélénocystéine qui devient 6SC-, chargé négativement et qui se trouve donc en position, vous voyez, vous imaginez que l'acide formique se place là, en position pour arracher un proton, et à ce moment-là, vous avez formation de CO2 et 2 électrons qui viennent dans le molybdène, on fait molybdène 4. Vous pouvez faire la réaction inverse avec le molybdène 4 qui fixe le CO2, qui envoie ces 2 électrons dans CO2 pour donner de l'acide formique. Bon, il y a des schémas, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est inutile, mais il y a des schémas un peu plus complexes dans lesquels, vous voyez cet atome de soufre ici, qui est fixé sur le molybdène, intervient, assiste dans ces transferts et dans ces cassures de liaison en réagissant avec ce carbone, permettant ainsi une activation encore plus importante du CO2. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Ça, c'est le premier type de mécanisme. Plus récemment, vous voyez, en 2012, il y a eu des calculs qui ont montré qu'on pouvait imaginer d'autres mécanismes. La question qui se posait, c'est, vous voyez, vous avez l'acide formique ici, ce proton, est-ce qu'il va sur un soufre du dithiolène, est-ce qu'il va sur un soufre du ligand SH, ou est-ce qu'il va sur le sélénium? Dans le schéma précédent, ce proton, cet atome d'hydrogène, va dans le sélénium. Ici, c'est un autre mécanisme qui semble être proposé comme étant moins énergétique, dans lequel vous avez un hydrure ici qui attaque le molybdène 6 pour donner un intermédiaire hydrure de molybdène. Bon, voilà. Donc, je ne veux pas trop détailler tous ces mécanismes. Vous voyez que ce sont des résultats récents, ce sont des discussions qui sont toujours en cours et qui sont importantes parce que, comme je l'ai dit, il faut comprendre un petit peu ce qu'apportent ces systèmes, comment ils fonctionnent, si éventuellement on veut faire quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, donc un mécanisme de réduction du CO2 un peu plus détaillé. Vous voyez, à nouveau, vous avez le molybdène 6, vous le réduisez à 2 électrons, vous faites cet intermédiaire molybdène 4. Ici, il y a un proton qui arrive sur une histidine adjacente. Ensuite, le CO2 se fixe et est réduit par le molybdène 4 pour donner cet intermédiaire, molybdène 6. Et le formiate est libéré ensuite avec le sélénium ici qui déplace le formiate pour fermer le cycle. Voilà le type de mécanisme proposé. Il y a pas mal d'engouement sur ces systèmes enzymatiques. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans d'autres contextes, lorsque vous avez une enzyme qui fonctionne bien pour une réaction chimique qui vous intéresse, vous pouvez soit faire une approche bio-inspirée pour essayer de faire des catalyseurs qui lui ressemblent, soit utiliser l'enzyme elle-même. J'ai évoqué ça souvent dans le cas de l'hydrogénase. Il y a tout un domaine de construction de biopiles, de bioélectrodes, dans lequel on introduit les enzymes elles-mêmes sur des surfaces d'électrodes. Là, les gens ont essayé aussi avec des formiates déshydrogénases. Alors,
le problème, c'est que c'est un peu comme les hydrogénases pour faire de l'hydrogène. Ces systèmes sont assez complexes, ils ne sont pas faciles à purifier et ils sont aussi instables. Ils sont notamment instables à l'air et donc ça complique un peu les affaires. Et il y a beaucoup de recherches, notamment, comme pour les hydrogénases, pour étudier la biodiversité et essayer de trouver des formiates déshydrogénases qui sont résistantes à l'oxygène. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, une collègue allemande a publié un papier indiquant la purification d'une formiate déshydrogénase qui avait l'air très stable à l'air, issue d'un organisme particulier. Donc vous voyez, évidemment, on est très loin d'avoir exploré toute la biodiversité pour trouver des systèmes de ce type-là. Bon, néanmoins, voilà un exemple, un des très rares exemples d'ailleurs. Cet article de Judith Hirst à Oxford a fait grand bruit quand il est sorti, et il n'y est, vous voyez, c'est 2008, et il n'est plus jamais rien sorti derrière dans ce sens-là. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir bientôt? Bon, toujours est-il qu'elle a réussi à prendre une formiate déshydrogénase d'une bactérie sulfato-réductrice. C'est une formiate déshydrogénase à base de tungstène, déposée sur une électrode, et en espérant qu'il y ait un transfert d'électrons entre l'électrode qui donne les électrons et réduit le CO2, ou à l'inverse, qui récupère les électrons venant de l'acide formique. Et le résultat est le suivant, c'est qu'effectivement, cette enzyme sur une électrode se comporte comme un catalyseur de réduction du CO2 ou d'oxydation de l'acide formique. On peut le voir ici. Si vous n'avez que du CO2, vous avez une vague électrocatalytique là importante, et vous pouvez faire en appliquant, vous voyez, en appliquant un potentiel de moins 0,8 volts à un pH qui va bien pour l'enzyme, eh bien, vous avez de la production d'acide formique. Donc, vous pouvez faire une électrode de réduction du CO2 avec cette enzyme. Vous voyez 40 000 cycles par heure, 40 000 cycles catalytiques par heure. Voilà, avec des densités de courant qui ne sont pas formidables, mais c'était la première fois qu'on montrait que de telles enzymes peuvent être utilisées dans ce contexte-là. Ici, au contraire, vous mettez de l'acide formique uniquement dans le milieu, eh bien, vous avez une vague électrocatalytique d'oxydation de l'acide formique. Et ce qui est très intéressant, c'est quand vous regardez les potentiels, c'est que vous faites ça d'abord avec des rendements faradiques qui sont de 100%. Tous les électrons vont dans le CO2 ou dans l'acide formique, enfin, ou sont tirés de l'acide formique. Et les surtensions sont relativement faibles. Et là, ici, vous voyez que tout ça est réversible, puisque quand vous avez dans un mélange de CO2 et d'acide formique, là où vous mettez l'électrode, eh bien, vous voyez, vous avez à la fois de l'oxydation de l'acide formique et de la réduction du CO2. Donc c'est un très beau système. Donc typiquement, ces sites catalytiques, s'ils sont bien connectés à une électrode, et ici, vous voyez qu'ils sont connectés à travers des chaînes de transfert d'électrons fournis par des clusters fer-soufre, eh bien ces systèmes fonctionnent de façon réversible et proprement. Donc ça ouvre des horizons. Il y a d'autres classes de formiates déshydrogénases, peut-être un peu moins bien connues. Il y a les formiates déshydrogénases qui travaillent avec le NAD et le NADH, c'est-à-dire que ce sont des protéines dans lesquelles il y a aussi ces sites actifs à base de molybdène et de tungstène, où il y a des systèmes de transfert d'électrons, comme les clusters fer-soufre, des flavines, qui sont résistantes à l'oxygène. Mais ici, il faut du NAD et du NADH. Bon, ce qui est toujours un problème, parce que quand vous avez un système très spécifique pour ce type de réducteur, ça veut dire que vous ne pouvez le faire fonctionner qu'avec des réducteurs NADH ou des oxydants NAD+, et ces molécules-là sont quand même des molécules à forte valeur ajoutée, qui coûtent cher, on ne peut pas imaginer, si vous voulez, des dispositifs à grande échelle qui consommeraient du NADH ou du NADPH. Bon. On n'a pas de structure aux rayons X d'un exemple de cette classe-là, donc je n'en dirai pas plus, mais évidemment, comme ils contiennent des sites actifs de type molybdène, tungstène, molybdoptérine,
eh bien, ils doivent fonctionner comme je l'ai indiqué pour la classe précédente. Un autre système dont on peut parler, c'est un système sans cofacteur. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que je n'ai pas arrêté de dire depuis 3 semaines que c'est très compliqué d'activer le CO2, que probablement il faut des métaux pour le fixer, tordre la molécule. Hein, j'avais indiqué que c'était un élément d'activation pour le rendre réactif. Bien là, on a un exemple. Il y a une classe de formiate déshydrogénase qui réduit le CO2 avec du NADH ou qui oxyde l'acide formique avec le NAD, mais dans lequel il n'y a aucun cofacteur métallique. Donc c'est là, et là c'est assez étonnant, puisque ici, sans métal, grâce à la chaîne polypeptidique, il y a de l'activation du CO2. Et là, on a des structures aux rayons X qui nous permettent un petit peu de comprendre, comment la protéine interagit avec le CO2. Donc, il y a tout un tas. Alors, vous voyez que si on prend la molécule de CO2, je vais remonter pour aller dans le sens de la réduction du CO2. En gros, le principe, c'est que vous avez... donc ça, c'est la partie nicotinamide réduite du NADH. Vous avez un transfert d'hydrure vers le CO2. Mais évidemment, pour que ceci soit possible, il faut qu'il y ait un peu d'activation du CO2. Et ceci est possible par tout un tas d'interactions avec des acides aminés de la chaîne polypeptidique qui contribuent à polariser encore plus la liaison carbone-oxygène, notamment à travers des liaisons hydrogènes, donc avec, vous voyez, des asparagines, des arginines, et ceci donc permettant une grande polarisation de ces liaisons et la possibilité de faire attaquer un hydrure directement sur le CO2. Voilà. Alors, comment... oui, vous avez sans doute pensé dans votre fort intérieur que ce n'est pas possible de réduire du CO2 avec du NADH pour des raisons thermodynamiques. Vous auriez eu raison, puisqu'en effet, quand on regarde les potentiels standards des couples, eh bien, on voit qu'il faut moins 0,42 volts pour réduire le CO2, et le NADH est capable de ne fournir que moins 0,32. Et effectivement, quand vous regardez cet équilibre-là, vous voyez la constante d'équilibre, 420, donc effectivement, dans le sens de l'oxydation du CO2, de l'acide formique. Bon, en réalité, on sait très bien que lorsqu'on a une situation comme ça d'équilibre, on peut quand même repasser dans l'autre sens si on a un gros excès de NADH par rapport au NAD+, si on consomme l'acide formique, le formiate, de fait, on peut déplacer l'équilibre et à la fin réussir quand même à faire de la réduction du NADH en CO2, mais il faut déplacer cet équilibre. Alors, il y a eu pas mal de recherches pour trouver des formiates déshydrogénases NAD dépendantes qui seraient plus favorables à la réduction du CO2 que de l'oxydation de l'acide formique. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des résultats relativement récents, vous voyez, 2013, vous avez des systèmes comme dans cette bactérie, Clostridium carboxylivorans, où vous avez des Km pour l'acide formique qui sont très très élevés, donc c'est un très mauvais système de fixation de l'acide formique. Et idem pour le NADH versus le NAD. Le NADH avec un Km extrêmement faible pour ce type d'enzyme et un Km pour le NAD qui est élevé. Donc tout ça contribue à faciliter une réduction du CO2 et donc un fonctionnement dans l'autre sens. Donc il y a des stratégies pour favoriser cela. Alors pour terminer là-dessus, au cours des dernières années, il y a eu un grand nombre de papiers qui ont essayé d'exploiter ces enzymes relativement simples
Vous voyez, sans cofacteurs dont on connaît la structure ions X, qui se purifient assez facilement, qui sont, alors évidemment, totalement stables à l'air, puisqu'il n'y a pas de cofacteurs métalliques, il n'y a pas de cluster fer-soufre, etc. En les utilisant dans ce sens-là, donc utilisant du NADH pour réduire du CO2. Je reviendrai juste après sur le fait que, à nouveau, du point de vue pratique, du point de vue technologique, il faut faire attention qu'on ne peut pas, il n'y a pas de perspective qu'on puisse utiliser à une échelle industrielle du NADH comme réducteur. Donc il faudra trouver des solutions. L'autre problème, c'est comment on déplace l'équilibre. Donc il y a eu énormément de papiers récemment disant, eh bien, on va réduire du CO2 en utilisant toute une série d'enzymes. Après les formiates déshydrogénases, des formaldéhydes déshydrogénases qui ont la propriété de réduire du formaldéhyde par le NADH à nouveau, de réduire l'acide formique en formaldéhyde avec les électrons venant du NADH, et couplé à une troisième enzyme qui est une alcool déshydrogénase. Ces deux systèmes enzymatiques sont des systèmes assez triviaux, pas compliqués, commerciaux d'ailleurs, vous pouvez les acheter. Et la troisième réduit du formaldéhyde en méthanol. Et donc, dans un réacteur où vous auriez du NADH et ces trois enzymes, vous mettez du CO2, à la fin vous avez du méthanol. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Si derrière vous sortez le méthanol, et donc vous pouvez déplacer l'équilibre. Bon, donc il y a eu pas mal de choses de faites dans ce sens-là. Et évidemment, l'autre aspect, c'est de pouvoir en permanence régénérer, de faire un cycle catalytique, donc vous régénérez continuellement le NADH, de sorte que vous n'avez pas à le consommer de façon stoichiométrique. Et donc là aussi, je ne rentre pas dans le détail, on peut imaginer, ça existe, ça fait longtemps que les chimistes travaillent sur des systèmes de photoréduction du NAD, donc on pourrait imaginer un système dans lequel vous avez un peu de NAD, enfin suffisamment pour être un peu au-dessus des KM, des enzymes, du NADH, ces trois enzymes, du CO2, de la lumière, qui permet de faire cette régénération et d'avoir un système qui transforme le CO2 en méthanol. Bon, il y a encore pas mal de choses à faire pour optimiser de tels systèmes. Oui, ça, je n'ai pas besoin d'en parler. Quatrième enzyme qui mérite d'être regardée, les CO déshydrogénases. Donc là, on est dans l'interconversion CO2-CO. Vous voyez à ce potentiel-là. Donc c'est des systèmes extrêmement complexes. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Il y a toutes sortes de classes de CO déshydrogénases. Je veux simplement zoomer à l'intérieur de ce système-là le site actif où se fait cette transformation. Eh bien, grâce aux informations de type biologie structurale, structure des protéines, eh bien voilà, donc vous voyez, le système fonctionne de la façon suivante. Vous avez du CO2 qui arrive dans cette protéine, il y a un site dans lequel la réduction du CO2 en CO se fait, le CO se promène à travers des canaux protéiques pour arriver à un deuxième site dont je ne parlerai pas, où le CO se combine au coenzyme A pour donner l'acétyl-CoA. Quand on regarde en détail ce site actif, eh bien là, on n'a pas du molybdène et du tungstène, mais on a des métaux qui sont intéressants pour des applications technologiques. On s'aperçoit que la nature a choisi de faire cette réduction du CO2 en CO à l'aide d'un cluster métallique qui combine des atomes de fer en rouge et un atome de nickel. Et dans un environnement très soufré qui, vous voyez, ressemble beaucoup au fameux cluster 4 fer, 4 soufre dont j'ai déjà parlé, à l'exception, alors ils y ressemblent, dans le sens où, vous voyez ici, si vous remplaciez cet atome de nickel par du fer, vous auriez ce cube qui est tout à fait caractéristique d'un cluster 4 fer 4 soufre. Donc il y a du nickel qui est venu ici à la place, et puis vous avez un atome de fer ici un peu exogène au cube.
et vous avez un lien entre les deux atomes de fer. Donc un environnement tout à fait particulier. Alors, il y a eu des choses assez extraordinaires du point de vue de la cristallo, puisque notamment en 2007, il y a eu une structure dans Science qui a montré un intermédiaire dans lequel une molécule de CO2 déjà pliée, fixée entre l'atome de nickel et l'atome de fer, vous voyez ici, représente clairement un intermédiaire réactionnel. Et donc aujourd'hui, ce qu'on pense du mécanisme de ces enzymes, c'est un mécanisme qui fait intervenir essentiellement le nickel et le fer, les autres atomes sans doute servant de réservoir à électrons. L'hypothèse, c'est que le nickel est réduit à l'état 0. Quand il est à l'état 2+, il fixe 2 électrons. Ensuite, réaction avec le CO2. Réaction avec le CO2 pour donner un intermédiaire de ce type-là, qu'on peut représenter aussi comme ça. Vous voyez que vous trouvez ici. Et la clé ici, contrairement à l'acide formique, on ne casse aucune liaison. Hein. Quand vous faites CO2 acide formique, vous ne cassez aucune liaison. Ici, vous devez casser une liaison. Et toute la clé, semble-t-il, est dans ce pont d'une liaison carbone-oxygène entre le nickel et le fer. Le nickel est l'état redox, et le métal qui évolue entre plusieurs états redox, et donc c'est là le site du transfert d'électrons. Par contre, le fer ne change pas d'état redox au cours du cycle catalytique, et il est proposé qu'il agisse surtout comme acide de Lewis pour aider à la polarisation de cette liaison carbone-oxygène pour favoriser sa cassure. Et donc, dans un processus assisté par l'atome de fer, ici, vous avez une cassure de la liaison carbone-oxygène, et donc, vous laissez du monoxyde de carbone sur le nickel et un atome d'oxygène sur le fer qui va être protoné ensuite pour donner une molécule d'eau. Voilà à peu près comment on comprend le système. L'avant-dernière enzyme dont je voudrais parler, c'est une deuxième classe de CO déshydrogénase. Vous voyez, j'ai parlé de molybdène, de tungstène, de nickel, de fer, et là, c'est autre chose. C'est du molybdène encore, et du cuivre. Alors, ce système-là, j'en parle, mais il fonctionne surtout comme CO déshydrogénase. À ma connaissance, aujourd'hui, personne ne l'a fait fonctionner dans le sens de la réduction du CO2 en CO. Néanmoins, c'est intéressant de voir comment il fonctionne. Donc, il y a des structures rayons X, vous voyez très tôt, 2002. Vous voyez à nouveau donc, le complexe de molybdène. Et là, vous retrouvez le fameux ligand, vous voyez, dithiolène, molybdoptérine. Sauf qu'il n'y en a qu'un seul. Vous vous souvenez, dans les enzymes précédentes, il y en avait deux ligands, donc 4 atomes de soufre. Ici, il n'y a que 2 atomes de soufre de type dithiolène. Là, pareil, il y a toute une chaîne de transfert d'électrons, puisque ce sont des systèmes de transfert d'électrons, 2 électrons pour faire CO2-CO. Donc vous avez des chaînes de transfert d'électrons qui fournissent les électrons dans le cas de la réduction du CO2 ou qui dégagent les électrons dans le cas de l'oxydation du CO. Et là, on retrouve à nouveau un système binucléaire. Comme dans le nickel-fer, il faut 2 métaux actifs. Visiblement, la nature a choisi de faire ces activations-là en utilisant 2 métaux. Et on peut considérer aujourd'hui qu'en effet, le mécanisme fait intervenir un métal qui va jouer le rôle redox, c'est le molybdène. Il va évoluer entre molybdène 6 et molybdène 4, de la même façon que le nickel évoluait entre nickel 0 et nickel 2. Par contre, le cuivre ne va pas changer d'état redox au cours du cycle catalytique, exactement comme le fer dans le cas du nickel-fer de tout à l'heure. Et donc, vous voyez ici le molybdène 6 fixe du CO. Alors oui, c'est intéressant de constater que l'atome de cuivre a un lien avec un atome de soufre avec le molybdène et n'est fixé que par une cystéine. C'est une coordination tout à fait particulière, assez rare en biologie, et voilà donc le site actif. Donc molybdène 4 oxydé, molybdène 6, il fixe le CO,
et c'est au niveau du cuivre 1 qu'on fixe le CO, et ensuite vous avez une attaque de cet oxo du molybdène sur le CO, vous avez cet intermédiaire, libération du CO2. Voilà. Alors, on pourrait imaginer la réaction inverse, mais pour le moment que je l'ai dit, ça ne se produit pas dans ce système-là, où vous partiriez d'un binucléaire molybdène-cuivre, vous le réduiriez en molybdène 4, il fixerait du CO2, et vous voyez que vous vous trouveriez ici dans la même configuration que j'ai discuté tout à l'heure pour le nickel-fer, à savoir une liaison CO du dioxyde de carbone entre deux métaux, molybdène et cuivre. Et là aussi, pour favoriser la cassure de la liaison carbone-oxygène, si on tournait ici pour aller vers du CO. Dernière enzyme dont je veux parler, la nitrogénase. Alors j'avais fait une année un long cours sur les nitrogénases, qui sont des systèmes absolument fabuleux, la nitrogénase est l'enzyme qui, sur la Terre, transforme l'azote en ammoniac. C'est une chimie extrêmement complexe, et vous voyez que le cofacteur qui est utilisé est également extrêmement complexe, puisqu'il contient tout un tas d'atomes de fer dans un système de type cluster fer-soufre un peu particulier, et un atome de molybdène, à nouveau encore du molybdène. Et très récemment, vous voyez, c'est 2012, 2013, dans des conditions in vitro, pas dans les cellules. Cette enzyme ne fait pas de la réduction du CO2 dans les cellules. Mais si vous prenez cette enzyme, il a été montré très récemment qu'elle a la capacité de faire de la réduction du CO2 en méthane. Donc ça, c'est évidemment très, très intéressant. C'est une réduction à 8 électrons, donc très complexe, mais là aussi, ça peut être un objet à étudier, une source d'inspiration pour inventer des catalyseurs qui pourraient ressembler à ça, pour faire une réduction à 8 électrons comme ça du CO2 en méthane. Vous imaginez bien, je l'ai déjà dit, mais que le jour où on aura la possibilité de façon très efficace à une échelle industrielle de transformer le CO2 en méthane, on aura fait un pas fantastique en avant dans la résolution des problèmes à la fois de gaz à effet de serre et des problèmes de carburant. Voilà, donc tout simplement pour dire que ceci se fait, mais voyez, avec des activités qui ne sont pas du tout extraordinaires, mais néanmoins, pour un chimiste, faire une réduction à 8 électrons comme ça, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, donc si je résume, le vivant a élaboré tout un tas de systèmes pour attaquer le CO2, pour faire de l'acide formique ou du CO. Et vous avez les systèmes donc, mononucléaires à base de molybdène ou de tungstène, avec des mécanismes de ce type-là. Fixation du CO2, peut-être assistance par cet atome de soufre, et ensuite réduction par le molybdène 4 du CO2. Vous avez des systèmes binucléaires, j'appelle celui-là binucléaire même s'il y a d'autres atomes de fer, parce que la chimie se fait entre ces deux atomes métalliques, nickel et fer, et molybdène-cuivre. Et là, l'idée, c'est que vous avez besoin de deux métaux, l'un pour le transfert d'électrons et l'autre pour la polarisation, l'acidité de Lewis qui favorise la cassure de la liaison carbone-oxygène. Et puis vous avez ce système un peu particulier que j'ai évoqué qui sont les nitrogénases. Voilà. Donc est-ce qu'on peut faire, et je vais terminer là-dessus, est-ce qu'on peut faire des systèmes bio-inspirés à partir de ces sites actifs qu'on connaît? Alors, première idée, est-ce qu'on peut faire des ligands dithiolènes de ce type-là? Voilà la molybdotérine, voilà le ligand naturel. Alors, quand vous regardez dans la littérature, vous avez un nombre invraisemblable de ligands dithiolènes qui ont été utilisés par les chimistes.
en voilà toute une série. Les dithiolènes classiques, c'est le benzène dithiolène, enfin voilà, tout cela ont été utilisés. Et pour faire toute une série, alors bon, je vais passer vite, ce sont des données de la littérature. La grande star de ce domaine, c'est un très grand chimiste inorganicien qui s'appelle Richard Holm, Dick Holm, aux États-Unis, qui a fait toute une série, enfin qui a étudié la chimie de synthèse de ces composés de molybdène, vous voyez, avec chaque fois un environnement avec 2 dithiolènes, qui nous rappelle le site actif des formiates déshydrogénases dont j'ai parlé. Donc, à partir de toute une série de précurseurs qu'en général il faut synthétiser, avec toute une série de réactifs et de conditions de réaction. Là, c'est du molybdène 4, pardon. Donc, on peut reproduire ces réactions et voilà. Il y a une approche que Holm a développée, c'est de passer par un intermédiaire nickel bis-dithiolène, et à partir de là, vous pouvez produire toute une série de différents composés. Vous voyez, chaque fois avec 2 ligands dithiolènes, et puis comme ligand axial, des tas de choses différentes, un ligand axial, 2 ligands axiaux différents, y compris avec, vous voyez, des atomes de sélénium qui reproduisent le site actif un peu mieux, qui reproduisent la sélénocystéine, bon, etc., etc. Idem avec du tungstène. Vous voyez, à partir du nickel bis-dithiolène, vous êtes capable de produire des complexes de tungstène. Là aussi, une très grande variété de complexes. Donc, les chimistes savent faire ça. Ils savent faire donc des complexes de molybdène et de tungstène dithiolène. Sont-ils catalytiques? Ah oui, je peux... Ouais, bon, ça... pas en dire tellement plus. Oui, c'est juste pour dire qu'en effet, vous voyez à nouveau, voilà la structure des sites actifs. Hein, ici et ici, vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé. Eh bien, vous voyez par exemple ce complexe-là. C'est enfin, le chimiste est très satisfait du caractère biomimétique d'un tel complexe où vous avez 2 ligands dithiolènes qui sont les mêmes que dans le site actif de l'enzyme, un atome de soufre et un autre atome de soufre ici, alors ce n'est pas du sélénium, mais vous voyez, on a un environnement qui est très proche. Donc, à nouveau, les chimistes savent copier des sites actifs d'enzymes. Alors, la question, c'est est-ce qu'ils sont arrivés à faire des catalyseurs avec ça? Eh bien, la réponse, c'est non. Pour le moment, assez curieusement, personne n'a rapporté d'activité catalytique pour la réduction du CO2 avec ces ligands modèles de sites actifs de formiates déshydrogénases. Et donc, c'est des choses qu'il faut faire et que nous avons engagées dans notre laboratoire. Et la première chose qu'on commence à faire, c'est de regarder si on ne peut pas faire mieux que ces analogues qui sont quand même très, 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 très éloignés du ligand naturel. Et un certain nombre de calculs, en 2011 en particulier, ont montré qu'il y avait tout un tas de choses importantes dans cette molécule qui n'étaient pas présentes dans toutes les dithiolènes qui ont été utilisées. Évidemment, le groupe dithiolène ici, avec les 2 atomes de soufre, est important. Le cycle pyrane est aussi important et le cycle pyrazine aussi. Donc il faut au moins aller jusque-là. Et je voudrais juste rapidement en profiter pour dire que donc, au laboratoire, on essaye de faire des ligands dithiolènes un peu plus proches, un peu plus biomimétiques. C'est le travail donc, de Jean-Philippe et Youn. Jean-Philippe en thèse, je ne détaille pas le détail de la synthèse, mais une synthèse qui a été mise au point récemment. Et vous voyez que le ligand qui est synthétisé, c'est celui-là, qui possède un certain nombre d'analogies avec le ligand naturel et aussi des différences. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est une synthèse qui permet d'avoir un ligand biomimétique plus intéressant. Voilà le type de recherche, si vous voulez, qu'on peut faire au niveau moléculaire, c'est essayer de faire des ligands biomimétiques.
Et ici, ce ligand est obtenu sous forme protégée, et donc Jean-Philippe, très récemment, a obtenu ce complexe-là, qui est un des systèmes biomimétiques les plus proches du site actif. Alors maintenant, il s'agit de démontrer que ces entités-là ont des propriétés catalytiques, donc on n'en est pas encore là, mais, parce que tout le travail de synthèse est lourd. Mais voilà, enfin, je voulais avec ça à la fois remercier donc les gens du laboratoire qui travaillent dans ce domaine, mais vous montrer le type d'approche qu'on peut avoir, ce que veut dire ici chimie bio-inspirée. Bon, au niveau des complexes nickel, donc ça c'est toute la partie dithiolène. Le chimiste est capable de faire des systèmes bio-inspirés. Pour le moment, aujourd'hui, il n'y a aucun de ces systèmes qui a montré une activité catalytique dans la réduction du CO2. Les chimistes sont capables aussi de faire des systèmes nickel-fer, les fameux nickel-fer qu'on trouve dans les CO déshydrogénases. Vous vous souvenez de cette structure-là, avec le CO2 pontant entre nickel et fer. Alors, il y a quelques complexes de nickel et de fer. Ici, j'ai cité un travail qu'on avait fait à l'époque avec Vincent Artero. Il y a quelques complexes nickel-fer, mais qui sont plutôt des modèles d'hydrogénase. Mais à la limite, à partir du moment où on dit que la chimie se limite à ça, ce qui est une réduction, mais une simplification, mais néanmoins, voilà des complexes qui pourraient être étudiés comme catalyseurs de réduction du CO2. Il y en a très peu. Dans la littérature, des complexes comme ça, il y en a 3. Et ici, vous avez... là, il y a eu un petit problème. Vous avez un complexe nickel-fer de Tatsumi. Mais plus proche encore... enfin non, pas plus proche. Un autre type de nickel-fer. Où est-ce que c'est? Voilà, ici. Donc Holm, toujours celui donc, que j'ai cité, est capable de faire des complexes nickel-fer, vous voyez, avec un pont OH. Ici, c'est un pont soufre, mais il y a des situations dans lesquelles c'est un OH aussi. Donc, vous pouvez créer des entités comme ça. Et dans ce cas-là, vous voyez, il a été capable de produire un complexe dans lequel le nickel et le fer sont liés à travers un pont formiate. Donc, on commence à s'approcher des systèmes biologiques dans le sens, vous voyez ici, il a même eu la structure de cette entité-là, vous voyez, avec donc un CO2 pontant entre nickel et fer. Voilà, à nouveau pour vous montrer qu'on peut reproduire un certain nombre de choses du système vivant. Néanmoins, à nouveau, ces systèmes n'ont pas jamais été démontrés comme étant catalytiques dans la réduction du CO2. Alors, est-ce qu'ils... Enfin, je suis en train de me dis qu'ils ont été testés et qu'ils ne marchent pas, parce que je ne... Ben, en même temps, les gens qui sont intéressés par la catalyse ne sont pas les mêmes que ceux qui sont intéressés par les structures chimiques des composés inorganiques. Bon. Molybdène cuivre, est-ce qu'il existe des exemples? Oui, il en existe aussi. Très peu. On est vraiment au début de cette chimie. Elle est sûrement très complexe. Voilà. Est-ce qu'on peut reproduire ce type de site actif? Eh bien, Tatsumi, qui est un fantastique chimiste inorganicien japonais, oui, a fait, vous voyez, et a obtenu des structures aux rayons X. Donc, c'est vraiment la structure dans laquelle vous avez ce type d'environnement avec un complexe dithiolène, enfin un ligand dithiolène, vous voyez, molybdène oxo, et puis un cuivre lié par 2 ponts soufre. Donc, on peut faire des entités comme ça. Ont-ils été testés? Je ne sais pas. Il n'a jamais été rapporté qu'ils étaient catalytiques pour la réduction du CO2. Un autre exemple, là je ne veux pas rentrer dans le détail, mais vous voyez à nouveau molybdène, soufre, cuivre. Donc ce type d'arrangement, les chimistes savent les synthétiser. Pareil ici, tungstène, 2 soufre, cuivre. Avec des caractérisations structurales de tous ces complexes. Là encore, vous retrouvez Holm et des travaux relativement récents. Donc ce sont des choses très rares. Tout ce que je vous montre ici, ce sont des approches vraiment de chimie bio-inspirée. Vous voyez à quel point le chimiste est puissant à reproduire les structures, mais c'est une chose de reproduire les structures et c'est une autre chose de les rendre actives et catalytiques. Et pour le moment, si
Ici, je vous montre à quel point les chimistes sont capables de reproduire les sites actifs, même si c'est très rare. Hein. Là, vous avez le bilan de toute la littérature dans le domaine, donc c'est très très peu. Mais c'est des recherches qui sont en train de se faire, et c'est des recherches qui vont conduire, parce qu'on s'intéresse de plus en plus au CO2, c'est des recherches qui vont conduire à d'autres découvertes de structures de ce type-là. La question maintenant, c'est trouver celles qui ont des propriétés catalytiques. Voilà, et sur ce, je termine. Voilà, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, je vais me répéter, mais je termine là-dessus, c'est vous donner une idée de la façon dont, sur le plan catalytique, donc avec des enzymes, la nature active le CO2 et le transforme, vous voyez, le transforme en acide formique et en CO. Il n'y a pas d'enzyme qui transforme du CO2 en méthanol. Il n'y a pas d'enzyme qui transforme du CO2 en méthane, je veux dire dans la cellule, de façon, enfin, dans une voie métabolique particulière. Ici, j'ai montré la nitrogénase qui le faisait, mais c'est dans des conditions très particulières sur la paillasse. Donc c'est à la fois très limité, en même temps c'est des enzymes importantes du métabolisme, hein, des transferts d'électrons. Ce qui est assez frappant par rapport à milliers d'enzymes qu'on connaît bien à base de fer, de cuivre, etc., c'est que la nature, pour cette chimie-là, a quand même choisi des choses très très particulières, des parties organiques particulières avec ces dithiolènes, des métaux particuliers avec molybdène et tungstène, et des arrangements un peu particuliers, plus souvent des clusters. Et troisième information, c'est voilà, la recherche a démarré depuis pas mal de temps, elle est relancée d'une certaine façon à cause de l'intérêt pour le CO2, une recherche du côté de l'approche bio-inspirée. Vous avez vu, il y a de la très très belle chimie à faire, mais c'est le vide complet du point de vue de la catalyse, et c'est des choses qui vont apparaître très prochainement, j'imagine. Voilà un petit peu comment je voulais vous présenter cette affaire-là et les perspectives qui vont en découler. Voilà, merci.